Merci Stéphane. Bonjour à tous. Donc, comme Stéphane l'a dit, aujourd'hui, on va voir les différents points qui intéressent le séchage. Donc, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je suis Clément Lostis, ingénieur études et recherche à FCBA, et j'interviens sur tous les domaines qui touchent au séchage, recherche, formation ou consultance. Euh, concernant les points qu'on va aborder aujourd'hui, on va voir tout d'abord l'importance du séchage et son impact en fait sur les propriétés du bois et quels sont les effets sur les débouchés, sur les marchés que cela peut avoir, l'importance de sécher correctement les bois. On va voir ensuite quel est l'état actuel du séchage, hein, quels sont les principes et les moyens dont nous disposons pour sécher actuellement. Ensuite, on va aller vers plus de perspectives, donc vers des nouvelles solutions qui pourront soit faciliter le séchage, soit améliorer sa performance. Et puis enfin, un petit point qui ne traite pas directement du séchage en tant que tel, mais qui est quand même très lié, rien qu'au niveau de l'équipement par exemple, qui sont les traitements phytosanitaires. Alors tout d'abord, en ce qui concerne l'importance du séchage et donc son impact sur les propriétés du matériau. Ce qu'on peut dire, c'est que la teneur en humidité, hein, l'humidité du bois, ce qui est le paramètre que l'on va essayer de contrôler par le séchage, il va influer sur quasiment l'ensemble des propriétés du matériau. Je vous les ai listés là rapidement ici. On a en premier lieu de la dégradation biologique, les phénomènes de fente de déformation, les aspects esthétiques, les aspects mécaniques et également ce qui est de plus en plus important, le collage et les finitions. En ce qui concerne tout d'abord la dégradation biologique, on va avoir en général deux familles de dégradation qui vont avoir des conséquences très diverses, les moisissures et les pourritures. Donc, au-delà de 18% d'humidité, on a un risque de développement fongique. C'est tout à fait naturel, hein. Vous le voyez sur les photos du haut du bois qui pourrit en forêt. C'est même plutôt bénéfique. C'est grâce à ça que le bois est renouvelable. Mais quand on va mettre le matériau en œuvre, évidemment, on n'a pas envie qu'il se renouvelle trop vite et on a envie de pouvoir le conserver dans ses propriétés. Si ce n'est pas le cas, on va avoir des dégradations qui vont être esthétiques, des dégradations mécaniques dans le cas des pourritures qui vont attaquer le bois dans sa masse et lui faire perdre très rapidement en propriété. Et puis des risques sanitaires. Alors là, ça concerne en particulier les moisissures. On a tendance à penser que les moisissures sont, on va dire, moins impactantes et ont seulement un aspect esthétique. On rencontre quand même des cas où, notamment pour certaines espèces de champignons, on a des conséquences au niveau de la santé des opérateurs puisqu'ils sont pathogènes, donc avec des maladies respiratoires qui peuvent être assez graves. Donc on voit toute l'importance de pouvoir gérer l'humidité du matériau et gérer cette humidité rapidement, en particulier dans le cas des moisissures, puisqu'elles peuvent se développer en quelques jours. Ça, c'est des problématiques aussi qui sont très très présentes dans le domaine de l'emballage, puisque on va avoir des palettes, différents bois d'emballage qui vont être en contact de d'autres produits et on ne peut pas tolérer qu'il y ait des développements fongiques sur l'emballage qui puissent contaminer le reste de la marchandise, même s'il n'y a pas de pathologie derrière, rien qu'en termes d'image. Donc là, c'est un petit peu le premier point qu'on veut limiter. Le fait d'avoir un bois sec va nous permettre de limiter très fortement, voire de rendre impossible le développement fongique. Ensuite, on va avoir ce qui touche en général les opérateurs de séchage en particulier, tous les problèmes de fente, de déformation, hein, c'est des choses sur lesquelles on intervient assez régulièrement. Donc en premier lieu, au niveau des déformations, c'est vrai que si on ne parvient pas à les limiter, on va avoir des problèmes après dans les procédés, on va avoir des bois qui ne seront pas forcément valorisables, donc on doit les limiter. Il faut savoir qu'il y a une partie de ces déformations qui sont déjà présentes ou préparées au niveau de la croissance de l'arbre, hein. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc qui vont se manifester une fois que les bois sont sciés.
il faut quand même garder à l'esprit qu'un séchage bien maîtrisé peut permettre de limiter ces déformations. Donc, on va avoir des méthodes en jouant sur la température et l'humidité. On sait que dans certaines conditions, on peut limiter donc, la manifestation de ces croissances qui sont de ces contraintes de croissance qui sont déjà présentes. On a de toute façon des déformations liées au phénomène de retrait-gonflement du bois, puisque on élimine de l'eau. Donc, comme vous le savez sans doute, le bois il va se comporter comme une éponge à partir d'un certain niveau. Mais là encore, une bonne maîtrise du séchage permet de limiter les déformations par rapport à ça. Alors, on peut limiter les déformations, comme je vous l'ai dit, par rapport au séchage. Si le séchage est mal maîtrisé, on peut là aussi les accentuer. Donc évidemment, ce n'est pas ce qui est recherché, mais ça va être important d'appliquer les bonnes conduites pour limiter cette pathologie. Puis on a aussi des phénomènes de fente qui sont assez fréquents, donc qui sont liés généralement à un séchage qui est trop brutal et qui est inadapté notamment aux différentes essences, puisque tous les bois vont avoir des comportements différents par rapport au séchage. Alors dans cette thématique de dégradation qu'on va dire physique, je vous ai pas mentionné non plus les phénomènes de collapse et de cémentation qui peuvent arriver. Dans ces cas-là, généralement, la seule solution, une fois que c'est arrivé, c'est de se débarrasser des bois parce qu'ils seront totalement inutilisables. Donc, d'où l'intérêt de pouvoir appliquer une bonne conduite de séchage pour limiter l'apparition de ces pathologies. On a aussi un autre aspect sur lequel j'interviens assez régulièrement, ce sont des aspects esthétiques. Donc il y en a un nombre très important avec des causes qui sont diverses. Ça peut être physique, ça peut être biologique, des développements fongiques. On a les taches de latte, c'est assez fréquent. On a des discolorations qui peuvent arriver dans la masse. Ça, c'est en particulier vrai pour le chêne. C'est une grosse problématique du séchage du chêne actuellement, notamment quand derrière on aura des utilisations en refente ou des bois rabotés pour des utilisations où l'aspect esthétique a une importance majeure, par exemple la parquetterie. Et là, c'est assez compliqué à gérer aussi parce que malheureusement, on s'en rend compte une fois que les bois sont usinés, donc les scieurs s'en rendent compte avec des retours clients malheureusement. Et donc la seule solution, c'est de connaître en amont les conditions d'apparition de ces pathologies et de mettre en face des conditions de séchage qui permettent de les limiter. Donc ça, on est en mesure de le faire actuellement. De limiter énormément l'apparition de ce type de discoloration. Donc pour les lattes, là encore, il y a des solutions technologiques pour y remédier. Donc là, en termes de photos, vous avez ici en haut à gauche donc du hêtre qui présente une teinte totalement inhomogène puisque le cœur est beaucoup plus foncé que la surface. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un bois qui est resté humide à cœur et qui a chauffé. Donc, chauffage plus humidité, ça va produire des réactions chimiques qui vont changer les constituants du bois et donc changer la teinte. Vous avez ici une tache de latte avec un développement fongique en plus sur des plots de chêne. Donc là, en termes de valeur, ça peut être corrigé par un ponçage, un rabotage éventuellement. Mais en fait, le risque, c'est que cette tache vienne prendre en profondeur et que, là encore, malheureusement, les bois soient plus valorisables. Et puis enfin, donc sur cette photo-là, vous avez cette discoloration du chêne. On voit bien des taches blanchâtres à cœur. Donc si on pratique une refente ou un rabotage, on voit bien que, étant donné que les taches sont très inhomogènes, on va avoir des taches qui vont apparaître en surface et qui ne permettront pas de valoriser les bois. Là, on parle de bois quand même qui sont de qualité supérieure et qui ont des valeurs très importantes. Donc les bois, ils peuvent perdre énormément de leur valeur. Ramené au volume de bois séché dans un séchoir ou présent dans des pré-séchoirs, les conséquences, ça peuvent être assez dramatiques au niveau financier pour l'entreprise de ce point de vue-là. Alors la résistance mécanique, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément énormément.
en ce qui concerne le séchage, mais d'une façon générale, un bois humide sera moins résistant mécaniquement qu'un bois sec. Il sera plus plastique. On peut avoir aussi le phénomène de dégradation biologique qui vient en plus. Donc là, en termes de dégradation mécanique, c'est très important, hein, puisqu'une perte de masse de 3% à peu près liées à l'attaque d'un champignon sur des bois vont engendrer une perte de résistance de l'ordre de 30%. Donc on voit bien que même si l'attaque fongique n'est pas forcément décelée, on a quand même une dépréciation de la résistance mécanique. Donc ça, on peut l'exploiter pour le cintrage, hein, et encore des aspects en lien avec l'humidité, la température, donc proche du séchage, pour permettre de rendre les bois plastiques. Le tout, c'est de contrôler justement cette humidité, cette température, pour ne pas avoir de problème. Et puis en application dans les calculs normatifs, donc pour tout ce qui est construction, on prend en compte justement cette humidité, notamment avec les phénomènes de retrait-gonflement. Donc c'est important de bien maîtriser l'humidité des bois, même s'ils ne sont pas, on va dire, séchés parfaitement, au moins pouvoir quantifier la quantité d'eau qu'on a dans le bois pour dire, voilà, mon bois, il y a un risque de retrait derrière, donc je vais diminuer la section. Et ça peut être source de pathologie si on ne l'a pas pris en compte. Si vous mettez en œuvre un bâtiment alors que les bois ne sont pas séchés, bien évidemment, le bois va sécher pendant la mise en œuvre, ce qui n'est pas souhaitable. Donc, on va avoir des pathologies derrière et des sections en fait, de bois qui seront trop faibles par rapport à ce qui aurait été dimensionné. Et puis derrière, un bois qui n'est pas sec, comme il est plus plastique, va pouvoir aussi présenter des problèmes de fluage. Donc les poutres vont prendre de la flèche. Donc on le voit bien, ça c'est un graphe. Alors c'est assez particulier, c'est sur des bois qui sont à des températures inférieures à 0 degré, comme on peut le trouver l'hiver en extérieur par exemple. Mais si on regarde à 0 degré, quand l'eau est encore liquide, on va dire, on voit bien que plus l'humidité est faible, donc on part de 28 à 5% ici, plus l'humidité est faible, moins le bois va être élastique, moins il va avoir de possibilité de se déformer. Enfin, il y a un autre aspect en termes de propriété qui est très très important pour le bois, et puis dans les applications qui sont en train de monter actuellement, c'est les aspects collage et finition. Pour les bois collés en particulier, pour tout ce qui est CLT, lamellé collé, qui est largement utilisé en construction et qui monte encore, on a besoin d'avoir des teneurs en eau qui soient parfaitement maîtrisées. Donc, quand on utilise des colles, la valeur généralement admise pour le collage, avec des variations selon les colles, mais c'est environ 13%. 13% d'humidité cible et une faible dispersion. Ça veut dire que je ne peux pas coller une planche à 10% et une planche qui va être à 16%. Le collage va être mauvais. Donc, il faut qu'on ait des dispersions très faibles d'une planche à l'autre et dans l'épaisseur de la planche pour avoir un collage qui soit de bonne qualité. Là, c'est ce qu'il va y avoir de plus compliqué à gérer. Donc, c'est l'homogénéité du séchage, à la fois dans l'eau et au niveau de la planche. Et par contre, en séchage naturel, ça, on sait qu'on ne pourra pas l'atteindre parce qu'on ne va pas maîtriser les conditions de séchage. Donc là, il faut une maîtrise qui soit très importante. Et on le voit aux différentes étapes du procédé, hein. Vous avez l'exemple ici. Vous avez la courbe qui donne dans l'épaisseur d'une planche, donc de 0 à une planche de 30 mm, de 0 à 30 mm, on voit la répartition d'humidité. On va être à 4% surface au début, et puis une humidité beaucoup plus importante à 13% à cœur. Et puis quand on se dirige vers l'autre face de la planche, on redescend vers une humidité de 4%. Donc on voit qu'entre 4 et 13%, on a 9% de variation d'humidité, ce qui est quand même très élevé. Ça, c'est avant une étape d'équilibrage donc qui intervient à la fin des cycles de séchage. Si on mène bien le cycle de séchage, on voit qu'à la fin, on peut avoir à l'inverse une humidité qui va être comprise en surface à 8,5%, 10% à cœur et 8,5% de l'autre côté. Donc un séchage qui est beaucoup plus homogène et qui va être beaucoup plus performant derrière et permettre de valoriser les bois dans ces applications de construction. Donc le séchage artificiel, c'est pas seulement réduire la durée de séchage par rapport au séchage naturel, c'est aussi permettre un séchage qui soit de meilleure qualité.
bien sûr, encore une fois, quand le séchage est mené correctement, donc en respectant, donc les possibilités du matériel, la typologie des bois et l'ensemble des contraintes associées. Voilà, donc si on veut un bois de qualité, l'opération de séchage, elle est essentielle. Ça, je vous l'ai dit, on a vu que l'ensemble des propriétés du matériau, elles sont impactées. Donc on a besoin de ramener les bois à des humidités qui soient beaucoup plus basses que ce qu'on va trouver au moment de la récolte. Ça, c'est relativement évident. Maintenant, on peut imaginer un séchage naturel là-dessus, même si on maîtrise beaucoup moins les choses. Alors aujourd'hui, donc on a une croissance des bois collés en construction, on le voit sur le CLT, je vous l'ai dit, CLT, lamellé collé. C'est vrai aussi en termes de valorisation de ressources, par exemple pour des feuillus sur des panneaux contre-collés qui vont être utilisés en ameublement. Donc là, ça permet de valoriser des bois qui à l'origine ont une valeur moindre. Là encore, la maîtrise du séchage, elle est très très importante. Donc, d'une façon générale, on va devoir aller vers plus de maîtrise, hein. Si on veut aller cibler ce genre de marché, il faut monter en compétence sur le séchage. Et puis derrière, donc, on pourra valoriser d'une meilleure manière la ressource et on va voir par la suite que on a différentes pistes justement pour améliorer cette valorisation. Alors ensuite, en termes de principes et de moyens actuels concernant le séchage, pour remettre, on va dire, à l'esprit de tout le monde ce qu'on fait quand on sèche du bois. Tout d'abord, le séchage, il faut garder ça à l'esprit, c'est une diminution de la quantité d'eau dans le bois. Hein, ça, je pense que normalement, ça doit parler à tout le monde. Donc, ça veut dire une élimination de l'eau qui est présente naturellement dans le bois au moment de la récolte. On peut, en simplifiant les phénomènes qui se produisent au moment du séchage, on peut distinguer deux types de phénomènes. On va avoir à la fois une évaporation qui va être majoritairement à la surface du bois, donc une évaporation de l'eau dans l'air du séchoir qui permettra après d'évacuer cette humidité. Et puis, il y a un autre aspect aussi qu'il faut prendre en compte, c'est la circulation de l'eau dans le bois. Donc, l'eau qui va être liquide au début et puis liée aux parois du bois, qui va devoir migrer vers l'extérieur pour pouvoir être évaporée et donc pour produire un bois sec. Là-dessus, donc c'est des phénomènes qui sont à connaître et à prendre en compte justement quand on veut maîtriser le séchage et quand on veut pouvoir adapter l'étape de séchage en fonction des qualités de bois qu'on obtient, des durées de séchage et pouvoir faire de l'optimisation. Donc, quand on connaît l'ensemble des paramètres qui influent sur l'évaporation et la diffusion de l'eau dans le bois, donc là, on va avoir la température, l'humidité relative, la vitesse d'air ou la pression dans le cas des séchoirs sous vide, et on sait qu'en fonction des pathologies et de la cause des différentes pathologies, derrière, on va pouvoir adapter les conditions de séchage aux différents bois. Donc, pour ce faire, on a plusieurs méthodes. Le séchage naturel, je l'ai déjà mentionné. On a des pré-séchoirs qui permettent d'amener les bois de l'état vert à environ 30%, donc d'avoir des bois réessuyés. Les séchoirs air chaud climatisés, c'est actuellement ce qui est très majoritairement installé, en combinaison en particulier avec des chaudières biomasse, en raison notamment de subventions et puis d'obtention d'une énergie qui soit assez peu chère, étant donné la présence en Syrie de Connex qui permettent d'alimenter les chaudières biomasse. On a aussi des séchoirs pompes à chaleur qui sont sur le même principe que les séchoirs air chaud climatisés, mais qui permettent de fonctionner donc en monoénergie, en électrique. Et puis enfin les séchoirs sous vide sur lesquels je vais moins insister parce que donc ils sont quand même moins majoritaires, mais qui ont
un avantage, c'est donc de baisser la pression et donc de permettre une évaporation plus rapide. C'est un petit peu le principe de la cocotte minute inversée. Donc, je vous ai précisé champ d'action limité. C'est vrai qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec un sous-vide. On ne mettra pas du chêne vert dans un séchoir sous-vide, par exemple. Et puis, c'est aussi des coûts d'investissement qui sont beaucoup plus élevés. Donc, on a pas mal de typologies de séchoirs qui existent, qui permettent de s'adapter à la fois en capacité ou en technique aux différentes activités, que ce soit séchage feuillu, résineux pour l'ensemble des applications. Alors après, ce qu'il faut savoir, voilà, c'est qu'en France, on a seulement 18% des sciages de feuillus et 14% des bois de résineux qui sont séchés artificiellement. Donc on voit qu'on a un pourcentage de sciage qui pourrait être séché et qui ne l'est pas. Donc ça veut dire que sur énormément de marchés, on est toujours contraint par des importations, notamment de bois du Nord, avec des typologies de bois beaucoup plus homogènes et puis des séchages qui sont certainement plus faciles. Mais il ne faut pas considérer ça comme une fatalité, hein. On peut largement améliorer les choses et puis du coup accéder à des marchés par du bois français, même du feuillu, sur des bois collés, sur de la construction, à partir du moment où on va maîtriser le séchage. Alors voilà, rapidement, hein, sur le séchage naturel, qu'on peut même considérer comme un conditionnement, hein. Des fois, c'est un séchage, on va dire, subi. Il y a autant de séchage naturel qu'il y a d'entreprises, qu'il y a de localisation, qu'il y a d'équipements. Ça peut être ou non sous abri. Donc, on voit en qualité, ça peut poser des problèmes des fois de reprise d'humidité. On n'a aucun maîtrise des paramètres de l'air puisqu'on est en extérieur et on est tributaire de la météo. La ventilation est rarement optimale, elle est pas forcée, donc on n'a pas de ventilateurs qui vont souffler dans les piles de bois. On peut avoir des problèmes de stagnation d'humidité. À l'inverse, l'été, on va avoir le soleil qui va taper sur les parties externes des bois, donc provoquer des problèmes de fente et des problèmes de discoloration, donc de grisaillement du bois. On va avoir un séchage en plus qui est beaucoup plus lent, puisqu'on va travailler à des températures en dessous de 30 degrés, hein, typiquement, et l'hiver à des températures très basses qui vont totalement arrêter le séchage. Et en plus, on n'a aucune maîtrise donc de l'homogénéité, on subit. Voilà, donc l'avantage, c'est qu'il n'y a pas ou peu d'investissements qui sont nécessaires. Alors, c'est quand même idéalement des bois qui vont être conditionnés sous abri, hein, avec des hangars type agricole. Mais par contre, on n'a pas d'investissement, mais on a une qualité de bois qui est totalement variable. Donc, vous voyez ici, là, c'est des résultats qu'on avait eus. Vous avez une humidité d'équilibre en haut en fonction d'une partie estivale dans la première partie et puis une partie hivernale. Une humidité d'équilibre qui va être très différente. Donc, le bois va avoir tendance à tendre ici vers des humidités faibles entre 10 et 15%, ce qui est quand même relativement important par rapport à ce qu'on peut obtenir en séchoir. Et puis l'hiver, on va avoir des bois qui vont être totalement saturés. Et en parallèle, on avait pesé donc une pile de bois qui n'était donc en extérieur pas abritée. On voit même que l'hiver, avec les pluies, on n'avait pas réussi à descendre les bois sous les 30%. On a même une reprise d'humidité. Donc, on voit toute la difficulté de sécher en naturel. Alors après, en artificiel, là, on a le schéma de fonctionnement d'un séchoir air chaud climatisé. Là, c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir tout réguler. On peut chauffer, maîtriser la température de l'air. On peut humidifier, donc maîtriser l'humidité relative de l'air. Ventiler, donc permettre une ventilation homogène dans les bois. Et extraire l'humidité donc quand elle est trop élevée. Donc ça permet d'aller vite, ça permet de sécher bien aussi parce qu'on maîtrise l'ensemble des paramètres. C'est vrai seulement si on maîtrise évidemment le séchage et les paramètres qu'il faut entrer dans le séchoir. Et à l'inverse, par contre, si on le maîtrise mal, on peut aussi créer des pathologies qu'on n'aurait même pas eues en séchage naturel et on peut accentuer les pathologies dans ce genre dans le séchoir artificiel. Donc, c'est pour ça qu'il est important de bien le maîtriser.
Donc les paramètres qui sont adoptés, évidemment, c'est adapté, c'est au niveau matériel, il faut qu'il soit, je vous dis, performant, entretenu, adapté à l'activité. Donc ça va être dans le choix du séchoir en amont de l'acquisition du séchoir, et puis après aussi au quotidien dans l'entretien, hein, être sûr que les capteurs donnent des bonnes valeurs, qu'on n'ait pas de déflecteur qui soit tombé, et comme on peut le rencontrer, pour permettre de garantir justement des conditions de séchage homogènes et fiables tout au long du séchage. Et puis ce qui est très important, c'est aussi le personnel, il faut qu'il soit formé. Si vous n'avez pas de personnel formé, vous allez à la fois pas pouvoir mettre les bonnes conditions de séchage, et vous n'allez pas non plus pouvoir vous rendre compte des problématiques et des pathologies qui apparaissent, et comment y remédier. Donc, à la limite, la première étape, avant même éventuellement l'acquisition du séchoir, c'est la formation du personnel à ces problématiques de gestion d'humidité et de séchage. Et il ne faut pas oublier aussi que le séchage, il ne peut pas tout faire, hein. Il faut l'intégrer au process. Par exemple, sécher des mélanges d'essence ou de sections de bois, c'est fait au quotidien parce qu'on a des problématiques, des impératifs au niveau des entreprises, mais c'est généralement évité quand on veut avoir des qualités homogènes. Faut pas non plus qu'on le considère comme une opération simple. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec un matériau qui a une variabilité, donc il va falloir adapter sans cesse les cycles de séchage en fonction des qualités de bois et des approvisionnements. Et puis on a énormément de paramètres à gérer aussi. Donc cette gestion des différents paramètres, elle peut être faite seulement, encore une fois, par un personnel qui est formé. Il ne faut pas considérer non plus le séchage comme irréversible. Si je sèche du bois à 12% et que je le mets en extérieur sous les intempéries, le bois il va reprendre en humidité. Donc il y a tout l'aspect conditionnement qui vient derrière. Et puis, encore une fois, mener le séchage avec un équipement qui est vétuste, ça va engendrer plein de problèmes de régulation, de valeurs qu'on croit justes, mais qui ne nous donnent pas les bonnes conditions dans le séchoir, de température, d'humidité. Et donc, derrière, on va pouvoir recréer des pathologies. Donc, c'est vraiment à intégrer à l'ensemble du processus de la scierie et pas seulement considérer le séchage comme une boîte qui chauffe dans lequel on mélange plein de bois, et quand le camion arrive, on décharge le séchoir même s'il est sec ou pas. La problématique majeure que je rencontre, c'est une problématique de qualité des bois. On fait souvent appel à nous quand il y a des problématiques sur tous les éléments que j'ai énoncés précédemment, de déformation, de collapse, de discoloration. Dans la plupart du temps, c'est qu'on a des conditions de séchage, donc on va dire en général les tables de séchage qui sont inadaptées à ce qu'on veut faire. Ça, c'est assez simple de le résoudre quand on a un équipement qui fonctionne. Eh ben, on va faire de la formation, on va permettre au personnel d'avoir les connaissances nécessaires à un bon séchage. Ensuite, il y a la problématique de matériel défectueux. Donc là, c'est des problématiques d'entretien, de mettre en place des process d'entretien qui permettent de résoudre rapidement les problèmes, voire de les anticiper. Et là encore, la formation, elle peut venir là-dessus, sensibiliser les opérateurs à l'importance des différents organes du séchoir, et donc à garantir ce bon entretien. Et puis on a les problématiques aussi de stockage, donc dans les mauvaises conditions, que ce soit dans des hangars, des problématiques de filtres, des bois qui sont stockés bois sur bois alors qu'ils sont verts, etc. Donc là aussi, une fois qu'on a de la formation qui est faite, normalement, on a toutes les clés pour appliquer les bonnes pratiques et éviter toutes les problématiques, toutes les pathologies qui viendront derrière. Évidemment, dans ces problèmes de qualité des bois, on va avoir une perte de valeur du bois, des bois qui sont dépréciés, ce qui est quand même extrêmement dommage, surtout si on a déjà appliqué un cycle de séchage, quand il est mal maîtrisé, c'est qu'on aura toutes les dépenses, l'investissement pour le séchoir, la consommation énergétique, le prix initial des bois, mais étant donné qu'on maîtrise mal, on va faire perdre de la valeur au bois. Donc là, c'est quand même extrêmement dommageable, alors qu'on a priori toutes les clés pour sécher correctement.
On a aussi des marchés qui vont pas être accessibles. Si on n'a pas des bois de qualité supérieure, ben, on ne pourra pas aller vers de la parquetterie, par exemple, vers des bois de construction, etc. Et puis derrière, il y a toutes les problématiques aussi d'optimisation en dehors de la qualité des bois, de consommation énergétique inutile, hein. Quand les cycles ne sont pas adaptés, on va par exemple trop humidifier, donc après c'est de l'eau à évaporer en plus, donc une consommation énergétique, des cycles parfois trop longs. Voilà. Et puis un matériel qui est mal amorti, hein, si les cycles durent trop longtemps par rapport à ce qu'il devrait durer, sachant que le coût du séchage, c'est en ordre de grandeur à peu près pour moitié des charges fixes, ben, on voit bien qu'on a intérêt à sécher le maximum de bois pour pouvoir amortir justement cet équipement. Voilà, alors ensuite, en termes de nouvelles solutions, dans un contexte à moyen ou long terme, bah, quand on va vers plus de qualité, vers des nouveaux marchés, on va avoir besoin de mieux connaître les bois. Et puis, on va aussi chercher à moins consommer au niveau énergétique, donc réduire l'empreinte carbone, hein, ça va être de plus en plus imposé, d'autant qu'on voit au niveau de la filière forêt-bois pas mal de problématiques, je pense aux coupes rases par exemple, donc de problématiques environnementales qui émergent. Donc le séchoir, je pense que quand certaines associations tomberont dessus, ça risque de voilà, c'est pas quelque chose qui sera, très bénéfique pour la filière si on a une surconsommation énergétique. Et puis il y a surtout, en très court terme, une baisse de la facture énergétique, hein. C'est, là encore, entre 60 et 40 généralement du coût du séchage. Et puis, si on consomme moins, alors si on a une chaudière gaz, là on voit tout de suite le bénéfice. Si on valorise des connexes de scierie, c'est peut-être moins évident actuellement, mais en termes de valorisation, il y a des choses qui sont en train de se développer, notamment avec de la chimie. Donc on sait qu'à moyen terme, même les écorces vont avoir une valeur qui sera sans doute bien supérieure à celle qu'elle a en étant simplement brûlée en chaudière. Donc là, on sait qu'on doit aller vers des cycles de séchage qui sont optimisés justement pour permettre une plus grande valorisation sur l'ensemble de la chaîne de première transfo. Alors, je vous ai mis un exemple. Comment mieux connaître les bois? Après, il y a de la technologie qu'on peut mettre en place, hein. Ça, c'est des essais qu'on a fait dernièrement, donc avec une technologie infrarouge qui permet en quelques secondes d'avoir une idée ou une valeur d'humidité des bois. Donc, on peut imaginer derrière trier les bois déjà en amont du séchage pour avoir des lots qui soient déjà homogènes avant le séchage et qu'ils seront d'autant plus derrière le séchage. Donc on voit bien qu'entre des bois verts ici et des bois secs, on arrive à les distinguer déjà facilement. Ensuite, on peut aussi faire du quantitatif, pardon, en donnant la valeur d'humidité, en triant les bois en fonction de l'humidité. On a aussi la question, en agissant bien en amont, d'avoir une meilleure connaissance des approvisionnements. Là, ça va toucher le bois énergie. Donc, vous avez des photos d'essais qu'on est en train de réaliser au niveau recherche, donc en instrumentant une pile de bois avec différents capteurs d'humidité pour dire, ben voilà, j'ai une pile de bois énergie. Quand est-ce que je peux l'envoyer en chaufferie? Quand est-ce que le bois est arrivé assez sec pour que je puisse l'envoyer en chaufferie? Donc ça, c'est très intéressant pour les exploitants parce qu'ils savent à combien ils vont pouvoir vendre leur bois. Il n'y a pas l'incertitude de la mesure une fois qu'on est arrivé à la chaufferie et puis qu'on vous donne la teneur en humidité et que finalement vous gagnez beaucoup moins d'argent avec votre bois énergie que ce que vous auriez espéré. Alors ça, on peut l'imaginer aussi pour le bois d'œuvre, éventuellement au niveau du parc agrumes ou même en amont, savoir voilà, dans quel état sont les bois. Avec la crise du scolyte qu'on traverse actuellement, c'est des vrais enjeux qu'on a, savoir les bois à quelle humidité ils sont pour pouvoir adapter derrière au niveau des process, séchage, voire même au niveau du sciage, hein. On sait que l'humidité des bois va avoir un impact notamment sur les efforts de coupe ou sur l'usure des outils. Ensuite, il y a une connaissance, là on revient très en amont puisqu'on est sur des bois sur pied, en termes de traçabilité des approvisionnements. D'autres essais qu'on a conduits très récemment sur du tremble. Vous voyez des arbres qui ne sont pas forcément très droits, hein. Vous avez l'arbre numéroté Z ici, on voit bien qu'il a un angle qui est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire
que je crée du bois de tension, donc des contraintes de croissance interne et un bois qui va être différent du bois, on va dire, entre guillemets, classique et qui ne va pas se comporter pareil au séchage. Donc là, à l'issue du séchage, c'est cet arbre-là que vous voyez avec une flèche de rive très, très importante. Et ben, c'est du bois qui a du bois de tension. Donc on sait qu'avec l'angle sous lequel il a poussé, on a des risques plus importants de déformation, donc de non-qualité. Donc si on connaît tout ça au niveau de tri, ben on va pouvoir améliorer l'homogénéité des lots et donc la qualité. Donc là-dessus, on peut adapter aussi les cycles pour essayer de limiter, dans les cas les plus à risque, l'apparition de ces déformations, par exemple. Et puis ensuite, en termes de conduite, il y a des nouveaux types de conduite qui nous donnent de l'espoir d'amélioration, que ce soit à la fois en termes de consommation énergétique et de qualité des bois. Notamment donc le séchage, ce qu'on appelle oscillant, hein, qui est très différent des conduites actuelles. Actuellement, vous avez un bois à une certaine humidité, on lui met une consigne de température de, par exemple, 50 degrés et une humidité d'équilibre, par exemple, de 13%. Et là, pendant très longtemps, cette humidité elle va rester constante. Donc, c'est la méthode qu'on utilise actuellement. On se rend compte que si on donne des consignes qui sont de température ou d'humidité, par exemple, qui sont variables, ben, on peut parfois améliorer la qualité des bois et surtout diminuer la consommation énergétique. Donc, au lieu d'avoir une consigne qui soit horizontale et constante, on va avoir des sinusoïdes qu'on va adapter en fonction de la typologie des bois. Et surtout, là où ça devient intéressant, c'est en parallèle d'une production d'énergie renouvelable, en particulier intermittente, donc le solaire par exemple, ça peut être de l'éolien aussi. On va essayer de mettre en phase la régulation, les consignes et donc les conditions les conditions de production d'énergie. Donc, par exemple, on a réalisé le projet SolarWood au sein de FCBA qui s'est fini fin 2019. Donc, on a un séchoir air chaud climatisé qui est alimenté en énergie solaire à la fois thermique et photovoltaïque par des panneaux solaires donc, qui sont en toiture. Donc là, on avait une conduite qui n'était pas oscillante, hein, qui était classique, mais on s'est déjà rendu compte qu'on pouvait réduire la consommation énergétique entre 15 et 25% en fonction des différents cycles. Donc c'est déjà très intéressant de ce point de vue-là. Après, il y a un gros investissement parce qu'il faut rajouter en plus des panneaux solaires, mais si on imagine une conduite de séchage oscillante, donc adaptée à la production d'énergie intermittente, ben, on peut imaginer améliorer largement cette baisse de la consommation énergétique. Et donc là-dessus, on aurait des solutions très intéressantes, alors en particulier pour les séchoirs gaz notamment ou pompes à chaleur, voire même les pré-séchoirs. Là, on va avoir des réductions qui sont très importantes, donc un bilan environnemental qui est très positif et puis un coût pour l'entreprise qui soit très intéressant. Voilà, donc il y a pas mal de pistes de ce point de vue-là. Il y a aussi l'adaptation à de nouvelles sources thermiques, donc la valorisation pardon, de chaleur fatale, de cogénération. On peut imaginer énormément de solutions qui peuvent être très intéressantes, notamment pour le bois bûche. Alors là, on sort du bois d'œuvre, mais on peut imaginer de ce point de vue-là aussi le bois un petit peu comme une batterie, parce que quand on va baisser l'humidité du bois, on va améliorer son pouvoir calorifique, et du coup, ben, on aura un bois plus énergétique entre guillemets pour le chauffage. Donc là-dessus, c'est une sorte de batterie low cost. Et puis avec l'utilisation d'outils numériques, hein, avec ces conduites oscillantes dont je vous parlais, tout ça est lié. Et ben, on va pouvoir collecter des données et améliorer avec l'utilisation de réseaux de neurones, hein, tout ce qui est big data, améliorer et optimiser les cycles de séchage d'une façon objective. Seulement pour ça, il faut mettre en place des démarches qualité de mesure de la qualité des bois en termes d'humidité, en termes de déformation, etc. Donc ça implique de l'automatisation et de la numérisation, bien évidemment. Mais là, on est plus sur du moyen terme que du long terme, hein, puisque les fabricants de séchoirs ont déjà des connexions à distance sur les régulations. Donc là, après, la donnée, il suffit de l'intégrer. Donc voilà, rapidement maintenant, je vais passer sur les traitements phytosanitaires, hein, notamment le NIMP15, et quelles sont les perspectives de ce point de vue-là.
Donc le NIMP15, le traitement NIMP15, c'est totalement différent du séchage. Ça concerne l'industrie de l'emballage et les emballages qui sont exportés hors Europe. L'objectif, c'est pas de sécher, c'est de tuer les organismes nuisibles. On peut cependant coupler au séchage ce traitement NIMP15. Donc si on a des bois qui doivent être séchés, on intègre au cycle de séchage le traitement. On doit porter pour cela les bois à 56 degrés pendant 30 minutes à cœur. C'est le traitement à la chaleur, donc qui est le seul qui est autorisé actuellement en France et qui nécessite donc un agrément du ministère de l'Agriculture avec un contrôle annuel et un étalonnage des capteurs de température pour garantir la bonne performance du traitement. Alors il faut savoir que si le traitement est mal réalisé, les conséquences elles sont dramatiques, hein, pour l'environnement, parce que si le nématode du pin, par exemple, arrive dans la forêt landaise, on aura énormément de soucis. Et puis, en termes économiques, pour l'entreprise qui a mal réalisé le traitement, si le chargement est refoulé à la frontière d'un pays qui importe donc, des produits parce que l'emballage comporte encore des organismes nuisibles vivants, comme on le voit assez fréquemment, en particulier aux États-Unis, mais pas seulement, et ben, la marchandise retourne aux frais de l'expéditeur, au pays d'origine. Donc on voit bien que le coût de transport et les pénalités qui sont associées, bah, ça peut vite se chiffrer en millions d'euros. Donc là, l'objectif, c'est d'être plutôt dans une démarche sécuritaire et de traiter peut-être un petit peu plus pour éviter ces problématiques-là. Alors, à ne pas confondre évidemment avec le bois modifié thermiquement, hein, où là on modifie le matériau. En NIMP15, on chauffe à faible température pendant une demi-heure, et pour le bois modifié thermiquement, ben, on chauffe à 200 degrés pour modifier le matériau. Donc derrière, avec le bois modifié thermiquement, on a un matériau plus durable, plus résistant aux organismes de dégradation. En NIMP15, on tue les insectes qui sont présents dans le bois à l'instant T, mais après, il n'y a pas de protection supplémentaire sur les bois. Donc vous avez ici la différence que vous pouvez avoir au cours d'un cycle à 70 degrés entre les sondes dans le bois et les sondes dans l'air. On voit bien le différentiel de température. On a différentes typologies de traitement, hein, justement. Donc soit on mesure avec des sondes dans l'air, c'est les traitements les plus longs, soit avec des sondes dans le bois, on permet de raccourcir les durées de traitement comme ça, mais on voit bien qu'il faut quand même bien maîtriser les durées et donc la qualité de l'étalonnage des sondes, parce que si ce n'est pas le cas, ben, on se retrouve avec des bois qui sont inférieurs aux températures nécessaires, et même s'il n'y a que quelques degrés, on a un risque que les insectes survivent, donc derrière, ça veut dire risque de marchandises qui soient rejetées et puis de pénalités importantes. Donc l'importance là-dessus est de maintenir l'équipement dans de bonnes conditions et de réaliser correctement les traitements en n'oubliant pas les aspects étalonnage qui doivent être faits de façon rigoureuse. Voilà, donc en termes de points d'amélioration, ben, on pourrait imaginer, donc ça c'est des questions qui reviennent souvent, travailler sur des sections de bois supérieures. Des fois on a des bois d'emballage particuliers avec des sections importantes. Bon, on a quelques demandes, donc on peut se poser la question de faire les études pour permettre d'intégrer des sections de bois plus importantes aux ABAC. Et puis il y a des perspectives avec les traitements hyperfréquences qui ne sont pas autorisés encore en France, mais qui le sont au niveau international et qui permettraient de chauffer pendant seulement 1 minute. Donc une durée de traitement NIMP15 largement raccourcie. Pour cela, il faudrait qu'on mette en place une étude qui permette voilà, de voir dans quelles conditions on réalise exactement le traitement.